Pour me présenter, nul n'est parfait, je suis retraité de la fonction publique d'État. J'ai exercé mes activités professionnelles en tant que conseiller technique et pédagogique à la direction régionale de la jeunesse et des sports d'Aquitaine. Et je dis ça parce que c'est pas à ce titre-là que je suis intervenu, mais que ça marque un peu dans mon parcours. Donc aujourd'hui, je parle au nom plutôt d'une association, la Fonda Sud-Ouest, que j'essaye d'animer avec d'autres. Et j'ai peut-être une sensibilité particulière aux problématiques euh, de l'État et aux problématiques de, du ministère de la Jeunesse et des Sports, ou ce qu'il en reste. Mais j'essaye d'avoir une approche plus sociétale sur ce qui bouge en profondeur dans notre société, ce qui fait que peut-être on peut avoir du mal à comprendre ou à, ouais, à comprendre des, des gens beaucoup plus jeunes que moi, à voir un peu ce qui se passe dans leur tête, enfin, et comment ils vivent la société. Et je vois qu'il y a des écarts énormes que j'ai pas pu voir venir. Et je trouve que la prospective, ça m'apporte, en tout cas, pour essayer de comprendre un peu les évolutions, comment la société a été travaillée, et que voilà mon approche objective. Merci Jean-Marie. Michel Cassé, donc moi je suis ici au titre du CNAGEP et du CRAGEP. Et avant de vous donner mon approche sensible, je vais dire deux mots quand même sur la plateforme CNAGEP et sa déclinaison régionale en CRAGEP Nouvelle-Aquitaine. Le CNAGEP, c'est 70 associations et mouvements du secteur éducation populaire et jeunesse, donc celui qui concerne l'action de des personnes qui nous invitent aujourd'hui. C'est un regroupement volontaire d'associations qui souhaitent travailler ensemble dans le secteur du JEP. Ça ne représente pas l'ensemble des associations agréées jeunesse et éducation populaire, ça représente celles qui ont décidé d'activer ensemble une plateforme commune. La déclinaison en région Nouvelle-Aquitaine, c'est 22 associations qui vont des grandes fédérations jusqu'à des petites associations territoriales dans divers espaces de notre nouvelle région que nous découvrons depuis 2 ans et qui est certes immense mais aussi extrêmement diversifiée. Le CNAGEP, c'est un des partenaires des institutions en charge de la jeunesse et de l'éducation populaire et de la vie associative, parce que pour moi on peut difficilement discriminer vie associative et éducation populaire, même si on sait que les associations peuvent avoir d'autres objets que l'éducation populaire. On imagine que dans leur fonctionnement, elles recourent toujours à des pratiques de l'éducation populaire pour pouvoir se gouverner et construire leurs activités. Et parce que nous défendons la liberté associative et le partenariat avec les pouvoirs publics, parce que nous voulons faire évoluer les politiques de jeunesse et valoriser la place de l'éducation populaire dans les politiques sociales, éducatives et culturelles, nous sommes attentifs à la relation entre l'administration chargée de ces questions et le tissu associatif. Et c'est aussi à ce titre-là que le CNAGEP a publié un communiqué la semaine dernière pour s'inquiéter des perspectives ouvertes par les instructions sur la nouvelle organisation des services publics et l'impact que ça pourrait avoir sur les relations de proximité entre les habitants, les services publics, entre les associations et les services de l'État. Plus personnellement, moi je suis donc trésorier du CRAGEP de Nouvelle-Aquitaine. Précédemment, j'étais pour un court mandat président du CRAGEP d'Aquitaine, avant la fusion des régions. Il n'y a pas beaucoup de saut générationnel avec Jean-Marie, parce que si je suis encore en activité professionnelle, je connais l'échéance de mon activité. Je suis aussi fonctionnaire d'État, malheureusement, mais d'un autre ministère, détaché dans une association d'éducation populaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, enfin, ce que je peux mettre aussi dans la discussion d'aujourd'hui, c'est le parcours
dans l'évolution des 40 dernières années des associations que j'ai pu faire dans le cadre des associations d'éducation populaire, que ce soit au plan local, régional ou national. Donc je me représente. Euh, donc Patrice Weisheimer, moi je viens du secteur associatif, puisque j'ai commencé par militer dans une fédération d'éducation populaire, et puis j'ai travaillé dans des associations sportives, socioculturelles, dans une association de quartier sur des problématiques de citoyenneté dans l'espace public, d'effets de serre, etc. Et aujourd'hui, statutairement, je suis conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, donc dans une direction régionale de la jeunesse, des sports, de la cohésion sociale du Grand Est, à Strasbourg. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour mes petits camarades qui, en ce moment même, sont devant le ministère de la Jeunesse et des Sports, puisque, comme ça vient d'être dit, ce ministère, on nous annonce que potentiellement, il aurait vocation à disparaître très rapidement. En sachant que nous, notre métier, c'est de conseiller le secteur associatif, le secteur de l'animation, les collectivités sur les problématiques d'éducation populaire, de vie associative, de jeunesse. C'est de participer à des temps de formation. Donc manifestement, ça ne sert à rien, puisque on veut faire disparaître ce ministère. Que dire de plus? Dans le cadre de mes mandats syndicaux, donc j'étais secrétaire général du CEP. Je suis heureux aujourd'hui d'en être un co-secrétaire général, puisque on a décidé de modifier notre gouvernance et on est 5 co-secrétaires généraux aujourd'hui. Et dans le cadre de ces activités syndicales-là, en fait, j'ai représenté l'UNSA entre 2010 et 2012 à l'intergroupe service public au Parlement européen. D'où le fait que je me suis un peu préoccupé de ces questions extrêmement sexy de droit européen qu'on a vu tout à l'heure. Ah, et j'allais oublier, et le plus important, c'est que je suis papa de 2 petits garçons qui sont adorables. Et voilà, et ça change la vie. Alors, pour commencer, donc je vous ai fait passer des petits papiers. N'hésitez pas à les écrire. Quand vous en avez un, vous levez la main, hop, on viendra les récupérer et je vais les faire passer au fur et à mesure. Là, j'aimerais qu'en 2 mots, 2 phrases, vous puissiez nous dire ce que vous observez, ce que vous défendez et surtout, du coup, ce que vous avez présenté concrètement. Qu'est-ce que ça peut, voilà, un exemple concret par rapport à ce que vous avez présenté. Qu'est-ce que vous avez pu observer vis-à-vis sur votre territoire ou avec les associations avec lesquelles vous travaillez. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer. Hop. La problématique de la démarche prospective, elle nous permet quand même ici ou là, notamment dans les temps de formation qu'on conduit, de permettre aux personnes de prendre un peu de recul sur leurs activités, sur leurs projets associatifs, et donc de lever ce qu'on appelle familièrement la tête du guidon et de réfléchir sur ce qui se passe autour et de voir comment les projets associatifs sont en phase ou pas en phase avec le temps. Donc, je pense que ça, c'est des choses qu'on vérifie. Alors, je ne vais pas donner des exemples de choses qu'on peut faire, mais c'est des choses qui s'approchent assez vite, de manière un peu empirique. Après, la démarche est beaucoup plus longue euh, pour effectivement, dans une organisation, se doter d'outils et d'analyses prospectives suffisamment appuyés pour construire des stratégies de développement importantes. Par exemple, les animateurs des centres sociaux, dans leurs conférences permanentes qu'ils font tous les 2 ans, je crois, à Angers, ont réalisé tout un travail de prospective sur le projet centre social et sur son actualité et puis c'est les enjeux et les défis à relever
pour les années à venir. Donc ça, c'est des travaux qui nécessitent de l'investissement, du temps, mais qui, je crois, sont porteurs de mobilisation. Je reste là. Après, il y a un autre terme enfin, qui me titille beaucoup, parce que tout le monde en parle, mais je pense qu'on ne va pas suffisamment au fond. Tout le monde parle des mutations de l'engagement. Euh, voilà, les mutations de l'engagement, voilà, les personnes s'engagent de manière différente, oui, mais s'engagent à quoi, comment, par rapport à certains canevas intérieurs, c'est quelque chose qui est admis, pas admis, difficile à admettre. Comment prendre en compte ça? Illustration concrète, puisqu'on demande des illustrations. Donc samedi dernier, nous étions à Bayonne pour une session sur la démarche prospective. Parmi les personnes, il y avait une jeune étudiante, enfin, euh, elle était jeune, elle était étudiante, mais elle était en master d'économie sociale et solidaire, donc elle avait déjà des sensibilités au secteur disons, de l'économie sociale et solidaire. Et elle était, parce que le week-end dernier, pour ceux qui ne savent pas, il y avait à Bayonne le rassemblement Alternativa, et elle était militante Alternativa. Et elle expliquait, bah, finalement, j'ai fait 4 réunions, je me suis engagé à tenir la buvette ce soir, et demain, je participe au débat, et puis je ne sais pas si je vais rester à Alternativa. Et donc ça, ces mutations d'engagement, ça nous questionne, quoi. Ça, voilà, c'est en ce sens-là que je disais, voilà, c'est compliqué, il y a des choses qui bougent et je ne sais pas trop comment. Ça, c'est open. Alors pour moi, trois petits éléments complémentaires. La première, c'est la question du modèle socio-économique comme figure de style actuelle, puisque si on consulte le site du Rameau qui a été cité tout à l'heure par Marie, hein, on y lit en 5 ans tout un ensemble s'est structuré autour de ce concept et travaille sur ces concepts-là pour aider le modèle socio-économique à devenir un véritable outil au service du projet éducatif. Donc moi, ce qui me questionne, ce qui m'intéresse, c'est justement le rapport entre le projet de l'association et la mutation de son modèle, sachant que toute association doit avoir par elle-même la capacité à réviser en permanence ses propres modèles d'organisation. Et donc, pourquoi tout d'un coup cette grande appétence sur la convergence autour de cette question des modèles socio-économiques. Le deuxième élément qui me questionne, mais je ne vais pas le développer parce qu'il a été longuement appuyé ce matin dans les 3 interventions, c'est les mutations de l'offre publique. Il y a 40 ans, les collectivités territoriales recouraient aux associations parce qu'il y avait quantité de choses qu'elles ne savaient pas faire. On a pris l'exemple des services à petite enfance. Tout le monde, la plupart d'entre vous dans la salle connaissent l'histoire des accueils collectifs de mineurs. Il y a 40 ans, ça n'était pas une attribution des collectivités territoriales et elles avaient besoin d'opérateurs pour les aider à mettre en place ce service aux habitants. Et face à ça, l'émergence, et Fabrice l'a bien montré, de toutes les nouvelles procédures qui ne correspondent pas du tout à la culture associative et sur laquelle nous avons sûrement à nous former, mais à nous former avec des méthodes douces aussi et qui nous correspondent en tant qu'association et pas brutalement, paf, le 1er janvier, vous devrez devenir ce que vous n'êtes pas, aujourd'hui. Et la troisième chose qui me préoccupe, c'est comment conserver au tissu associatif sa capacité quand même à être dans l'innovation territoriale, sociale, à être un espace d'expérimentation avec toute la souplesse qu'on peut lui donner, qu'on peut lui connaître, tout en garantissant en même temps une certaine pérennité à ce service associatif pour qu'il puisse vivre aussi de ce qu'il a participé à développer. Merci. Alors, quelque chose de concret. Peut-être un enjeu d'abord. Comme tu viens de le dire, aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un vrai enjeu de formation sur ce cadre juridique-là. Et ce qu'on observe, c'est que dans les collectivités qui sont un des gros financeurs aujourd'hui du secteur associatif, souvent ni les élus, ni les techniciens ne maîtrisent ce cadre juridique-là. Et donc, du coup, ils vous font croire que on n'a pas le choix, c'est des marchés publics, etc., etc. On a vu que sur l'initiative de la collectivité, il peut y avoir aussi le modèle des compensations de services publics,
Et cette question se pose en ce moment-là, depuis décembre dernier, à travers l'exemple très concret des colonies de vacances. Une fois de plus, il y a un process qui s'est mis en place en droit négatif. Il y a 4 ans, une directive, la directive Travel, qui pour le coup, une directive européenne extrêmement intéressante, qui à un moment clarifie le secteur du tourisme en Europe et dit il faut sécuriser le secteur du tourisme, et si un voyageur a un accident, aujourd'hui, qui prend en charge? C'est compliqué, le temps d'obtenir un financement, une prise en charge, etc. Donc il faut que les opérateurs touristiques aient un fonds de réserve pour pouvoir financer si jamais quelqu'un a un accident grave, etc. Sauf que la France s'est réveillée au mois d'octobre l'an dernier, et elle devait produire une transposition de ce texte-là avant la fin de l'année. Elle a pris un texte le 20 décembre, elle a sollicité le ministère de la Jeunesse et des Sports vite fait fin novembre. Elle n'en a pas parlé au secteur associatif, au CNAGEP et aux associations représentatives. Et donc, dans cette transposition de cette directive, elle inclut les colonies de vacances, les séjours et accueils éducatifs de mineurs. Ce qui fait qu'au 1er janvier, les associations, on leur a dit, au 1er juillet, il vous faut un fonds de réserve à hauteur de 10% de votre chiffre d'affaires. Vu le contexte économique, c'est évidemment extrêmement simple de dégager une trésorerie de cet ordre-là. Et puis, il va falloir que vous obteniez tel agrément auprès du ministère du Tourisme, donc un travail administratif de remodélisation d'un certain nombre de choses. Enfin, voilà, juste le truc hallucinant. Le secteur associatif s'est mobilisé. Nous, on a accompagné ce travail-là. Et donc, en fait, ce qui est en train de se passer, mais ça se passe maintenant, c'est en train de passer à l'Assemblée nationale. Un amendement a été voté par la majorité il y a 4 jours. Nous, on a fait un travail de lobbying auprès du ministre de l'Éducation nationale, auprès du Premier ministre, en disant, vous devez requalifier le secteur des colonies de vacances, globalement des séjours éducatifs de mineurs, parce qu'il peut y avoir également les classes de découverte, etc., en SIEG, avec le cadre que je viens de vous donner. La première volonté du gouvernement, c'était de dire non, on va faire une dérogation au Code du tourisme, ce qui permettra aux associations de ne pas être concernées. Sauf que dans la réalité, qu'est-ce qui va se passer? Une grosse boîte du tourisme qui a envie d'aller sur ce marché-là va aller au tribunal, va attaquer et va débouter la transposition française, parce qu'aujourd'hui elle est extrêmement fragile et on ne sait pas ce qui va se passer en termes de jurisprudence. Donc aujourd'hui, très concrètement, si vous êtes dans le secteur des colonies de vacances, il y a un travail de lobbying à faire auprès des élus locaux, auprès de vos députés qui sont sur vos circonscriptions. Allez les voir, expliquez-leur ce dont on vient de parler. Vous avez tous baissé la main, vous avez tous compris, donc c'est bon. Non mais, enfin, pour le coup, il y a un vrai enjeu là-dessus. Ça, c'est sur le national, et très concrètement sur le local. Si vous êtes sur une demande de financement auprès d'une collectivité, l'avantage de le faire en niveau national et d'obtenir une loi, c'est que ce sera la même règle pour tout le monde. Parce qu'on a ce qu'on appelle un acte de mandatement qui détermine la case dans laquelle on est dans le cadre du SIEG. Mais une collectivité, un conseil régional, une commune, peut également prendre un acte de mandatement en disant « sur cette action que je finance, cela relève d'un SIEG et je peux vous financer comme ça ». Donc maintenant que vous le savez, vous n'avez plus qu'à le faire, que ce soit pour les colos ou pour d'autres secteurs. Alors Patrice, je te remercie, je suis par là. Parce qu'en fait, il y a une transition toute nouvelle. C'est tellement rare qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on l'ait aujourd'hui, mais on a justement un témoignage d'une association qui a été d'une collectivité. Bon, je vais vous laisser la parole, comme ça sera plus simple. Mais en cas d'un travail justement de reconnaissance en SIEG. Oui, bonjour, Cathy Durut, je suis coordinatrice action sociale et je suis accompagnée de mon élu, Monsieur Pablo. En 2014, après avoir bien étudié le droit communautaire, les élus ont décidé de passer en service social d'intérêt économique général l'ensemble des associations qui portaient le projet ALSH, voilà. Ainsi que l'association de portage de repas, c'est-à-dire 2 secteurs qui étaient réellement soumis à la concurrence aujourd'hui. Voilà, donc on les a mis à l'abri de la concurrence. Juste par rapport à votre PowerPoint, l'appel à concurrence n'est pas obligatoire dans le texte. À partir du moment où les associations qui émergent, enfin qui sont
à l'intérieur de la collectivité, donc des associations qui sont là depuis 20 ans, 10 ans, 5 ans, sont les mêmes à mieux cerner les problématiques du territoire. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas eu besoin de faire appel à la concurrence, voilà, que ce soit au niveau national ni européen. On les a donc protégés de la concurrence. Alors, il y a des avantages et des inconvénients au SIEG, hein. Voilà, c'est juste le témoignage que je voulais faire. Je suis en plein renouvellement là, puisqu'on a signé en 2014. Et donc là, on va re-signer sur 2019-2021. L'avantage, c'est que c'est un réel partenariat, puisque les conventions de mandatement, outre le travail du conseil communautaire, qui est de qualifier et donc de vouloir sortir de la concurrence et de protéger ces associations, donc de les qualifier en SIEG, il y a tout un travail de conventionnement qui se fait avec les associations. Et ce conventionnement se fait à la fois pédagogique, de façon pédagogique et financier. Voilà. Donc, c'est un travail fort intéressant où à la fois la collectivité a des prérogatives de service public et à la fois l'association a des prérogatives de projet associatif. Voilà. Donc, c'est un travail qui demande du temps, mais qui est très riche en échanges. Voilà ce que je voulais dire sur... après, il y a un suivi qui se fait chaque année. Alors, il n'est pas uniquement financier, il est aussi qualitatif, avec des évaluations, ce qui permet de voir les axes correctifs à mettre en place ensemble, hein, c'est toujours pareil, ensemble pour que tel et tel public qui était touché ou moins touché, ou quelle évolution sociétale on a sur le territoire. Voilà, ça s'accompagne des bilans du CEJ, du contrat enfance-jeunesse par exemple, voilà, où ils sont fortement sollicités. Les difficultés, donc c'est l'intangibilité de la compensation, bien évidemment. Donc à partir du moment où on est en SIEG, on se doit de l'intangibilité de la compensation. Ce qui veut dire que par rapport au service qu'on demande, la collectivité se doit de donner les finances nécessaires pour que le service public et les missions qui sont actées dans la convention de mandatement soient financées par la collectivité. À ce titre-là, nous avons 3 associations qui agissent dans ce domaine-là. Et donc, on a pu mettre en place 3 tarifications, les mêmes pour l'ensemble des habitants de la communauté de communes. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Par contre, ce qui est plus difficile, ce sont les négociations budgétaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la collectivité n'est pas un puissant fonds et l'intangibilité de la compensation, à un moment donné, se négocie. Voilà, donc se négocie avec le partenaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai une demande d'augmentation de 40% du partenaire pour le financement d'une même activité, d'accord, à ce moment-là, la collectivité ne pourra pas suivre, puisque vous connaissez tous les difficultés que nous avons de visibilité déjà, de savoir, on vote des budgets, on vote le budget en décembre, nous, et on le vote sans savoir, sans connaître la fiscalité, c'est-à-dire sans connaître les mesures fiscales et sans connaître la DGF et sans connaître ce qu'on va devoir reverser aux communautés les plus pauvres. Voilà. Donc, on est dans une incertitude financière d'une part, et d'autre part, il y a des lourdes différences entre, je dirais, fédérations. Hein, ou acteurs de l'action populaire. Voilà. Donc on ne peut pas s'empêcher de faire des comparatifs, bien évidemment, à leur enfant. Et à partir de ce moment-là, c'est que par là que reviennent les négociations. Les négociations peuvent être trop fortes, c'est-à-dire à un moment donné, il y a les négociations qui se font dans le bureau en partenariat, et si on n'arrive pas à un objectif, dans ces cas-là, il y a bien entendu le président qui intervient. L'idée, c'est pas de mettre en difficulté l'association. L'idée, c'est d'avoir un équilibre pour que l'association puisse mettre en œuvre à la fois la politique territoriale dans son projet éducatif, qui correspond au projet éducatif local, bien entendu,
Voilà. Et ne pas mettre en danger l'association non plus par rapport à l'intangibilité de la compensation. Mais cette intangibilité de la compensation, là je le vois sur ce renouvellement, peut poser un souci et prendre le dessus par rapport à ce qui est quand même important, c'est-à-dire l'évolution du projet. Voilà. C'était un témoignage que je voulais faire sur le plus et le moins par rapport au SSIEG. Voilà, et donc dans le futur, la petite enfance va bien sûr être protégée chez nous. Voilà. Communauté de communes des Coteaux Bordelais. Merci pour ce témoignage. Alors, on a une question là sur une réaction de la dernière intervention de Jean-Marie par rapport aux fluctuations sur différentes formes d'engagement. Donc, je vais peut-être, si vous voulez expliquer un peu ce que vous vouliez dire. Bonjour. C'était juste pour revenir sur les différentes formes d'engagement. Il y a un enjeu peut-être à réfléchir et à anticiper aujourd'hui, peut-être, en fonction de la société qui se complexifie. C'est le renouvellement des élus, notamment en lien avec l'étude de France Bénévole, je pense, de mémoire, qui date de 2008, qui met en évidence que nous avons un vieillissement des instances élues et de ce fait, il faut anticiper le renouvellement de ces instances et qu'il faut réfléchir les formes d'engagement. Donc je voulais, si c'était possible peut-être d'approfondir un peu le sujet que vous avez abordé au début de la table ronde sur la nécessité ou non de réfléchir l'engagement des instances élues. Merci. Oui, vous avez raison, c'est un sujet important. Euh, des données plus récentes, j'ai cité le travail de Viviane Tiernonog. Elle note sur la période 2005-2017, pardon. Alors, elle prend en compte les fonctions dans les associations de présidence. Et donc, en 2005, il y avait, je crois, 31% de présidents qui avaient plus de 65 ans. En 2011, ils étaient 35%. En 2017, ils sont 42%. Donc ça signifie au niveau des fonctions de président, c'est-à-dire de direction des associations, que ils ont vieilli ensemble, quoi. Et donc aujourd'hui, à 42% de personnes présidentes ou présidents d'associations de plus de 65 ans, avec un fort potentiel ce sont des catégories socio-professionnelles élevées, professions libérales. Elles sont détentrices à la fois d'un réseau relationnel important et de l'histoire de l'association. Et donc l'enjeu pour ces structures-là, c'est la transmission. Il y a un nœud très important aujourd'hui sur la prise en compte de comment on capitalise l'histoire de l'association, comment on transmet, Ça, c'est des préoccupations très fortes, il nous semble. En tout cas, nous, on milite beaucoup pour que les associations se dotent d'outils pour réfléchir et travailler la transmission. Et le deuxième élément, c'est que parallèlement, l'engagement bénévole est de plus en plus important. C'est-à-dire qu'il y a des discours tout à fait paradoxaux entre on trouve plus de bénévoles et puis il y a de plus en plus de bénévoles. La difficulté, c'est faire la connexion parce qu'on ne parle pas des mêmes choses et on ne parle pas des mêmes bénévoles. Et à un moment, c'est de plus en plus de bénévoles. Ce que je citais comme exemple, c'est-à-dire c'est des engagements, mais c'est des engagements qui ne vont pas nécessairement au niveau de la gestion des organismes, mais qui vont sur des engagements, qui vont sur des structures plus porteuses de sens, plus actives. Enfin, bon. Là, après, c'est l'heure il est midi pour faire café du commerce, mais il y a sans doute des choses à creuser de ce niveau-là. Du coup, voilà, au niveau du CRAGEP, est-ce qu'on est sur le même constat au niveau de la Nouvelle-Aquitaine? Est-ce qu'il y a un rajeunissement des instances et des évolutions au niveau de la gouvernance associative particulièrement notable en Nouvelle-Aquitaine?
Alors, sans s'appuyer sur des travaux statistiques, puisque nous n'en avons pas pour l'instant. Notre région est jeune. La fusion s'est faite il n'y a pas bien longtemps. Donc, quand même, de façon un peu empirique, on peut noter un renouvellement des présidents et présidentes d'associations. Alors aussi parce que beaucoup d'associations interviennent dans le secteur enfin, éducation populaire, extrascolaire, activités éducatives, on va dire, et que là, le vivier des professionnels de l'éducation est aussi permet des croisements entre je suis professionnel dans telle ou telle organisation et dans une autre vie, je préside telle ou telle association ou telle fédération. Se pose un nouveau problème par rapport à ce que Jean-Marie évoquait tout à l'heure sur la question de la transmission, c'est celui de la formation à d'autres rôles. Parce qu'on ne peut pas importer des savoir-faire professionnels et les faire rentrer par magie, enfin, systématiquement, dans des compétences politiques d'un dirigeant élu. Donc, les problématiques de formation des présidents et des membres de bureau nous préoccupent fortement, que ce soit à la fois pour mettre à jour les connaissances, puisque les effets générationnels font aussi qu'on est parfois moins adapté à certaines évolutions, et aussi pour préparer des personnes à tenir des rôles de dirigeants à côté en complément de leurs activités professionnelles. Mais il y a quand même un effet de rajeunissement. Je veux bien juste rajouter un mot, plus en tant que praticien, que ce soit en tant que professionnel ou bénévole moi-même, parce que j'ai un petit parcours associatif aussi. Moi, ce que j'observe en fait, c'est que, alors, il y a les bénévoles qui n'ont pas envie de transmettre parce que voilà, c'est leur bébé, il y a une identification à la structure, et de toute façon, ces jeunes, ils le font jamais aussi bien que nous, hein, c'est bien clair. Et après, il y a ceux qui veulent bien transmettre, mais qui n'arrivent pas à le faire. Et là, en fait, on peut observer plusieurs types de raisons. La première des raisons, c'est les formes d'engagement. Et alors, il y a des travaux récents, mais Jacques Hion l'avait déjà évoqué à l'époque. Aujourd'hui, les nouvelles formes d'engagement sont plus des engagements thématiques, des engagements inscrits dans le temps. Devenir président d'une association, ouais, ça veut dire que potentiellement il peut y avoir des salariés, ça veut dire qu'il y a plusieurs secteurs sur lesquels il faut qu'on soit présent. On n'est pas là-dedans. Donc là, il y a un premier frein qui peut, à un moment, amener à ce qu'il n'arrive pas à trouver des personnes sur cet engagement total qui correspond à de vieux modes de fonctionnement. Un deuxième, alors j'ai évoqué la question de l'ego d'identification, et le dernier problème qu'on peut observer, c'est sur les modes de fonctionnement. Et moi, dans plusieurs associations, j'ai pu observer une vraie fracture générationnelle sur les modalités de gouvernance, la relation technologie. Est-ce que je dois venir une fois par semaine à une réunion, ou est-ce qu'on ne peut pas le faire en visio, avoir un groupe WhatsApp, un groupe quoi Non, mais enfin, c'est un vrai frein. C'est un vrai frein. C'est-à-dire que cette génération-là a du temps. Et donc, il y a la question du temps qui est derrière. Alors qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu des débats avec des anciens qui ne comprennent pas qu'on ne s'investisse pas pour l'association dans laquelle on a été formé, qu'elle soit sportive, socioculturelle, etc. Quand je leur explique que moi, j'ai choisi de prendre du temps pour éduquer mes enfants, parce qu'il y en a un qui a 5 mois et un qui a 5 ans, ils comprennent pas. Mais ta femme peut s'en occuper quand même. Enfin, nous, on était au club tous les soirs. Machin. Enfin, là, sur la question du temps, sur la question des modes de fonctionnement, mode de gouvernance et de la relation aux technologies, il y a une vraie fracture qui fait que même ceux qui voudraient, en fait, n'y arrivent pas toujours. Et tu m'as donné un petit papier, Marie, alors je sais pas Oui, si alors il je faut... vais passer la parole du coup à la personne qui l'a posé, parce que le papier c'est bien, mais d'avoir une petite contextualisation, c'est aussi pas plus mal. Oui, je suis administrateur du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine et également vice-président du comité régional olympique et sportif Nouvelle-Aquitaine. J'ai beaucoup plus que 65 ans, beaucoup plus. Ma question, c'est pas une question que je vais poser, c'est une réflexion que je vais développer, qui s'adresse plus particulièrement à vous, après votre intervention sur le niveau européen. Dans mon petit mot, là, je dis la délégation de pouvoir dont profite une partie du mouvement sportif français, ça ne suffit pas pour imposer et faire reconnaître les effets de l'action du mouvement associatif.
C'est ça ma réflexion. Alors, je ne dis pas que vous avez dit ça, mais il y a une lutte à mener, je l'ai comprise, hein, je l'ai entendue, mais la lutte ne peut pas s'arrêter là, bien sûr, parce qu'en réalité, ce système du mouvement sportif qui profite de cette délégation de pouvoir, eh bien, il est dans la même difficulté actuellement que les associations d'éducation populaire et toutes les autres associations que je vois dans mon environnement. Autrement dit, la lutte est à mener, certes, mais il y a d'autres niveaux de combat à mener. Moi, j'ai une fonction régionale dans le mouvement associatif. Je m'aperçois que la collectivité territoriale n'entend pas toujours, ne comprend pas toujours, ou ne veut pas comprendre le poids de l'effet de l'activité associative. C'est ça ma réflexion après vous avoir écouté. Hein. Oui, bien sûr, le combat il est européen, il est national hein, dans notre législation, mais bien sûr, il se situe essentiellement en dessous. Juste pour réagir vite fait là-dessus, dans l'histoire du droit en France, sur la question du sport, il y a eu une structuration très particulière sur la délégation de puissance publique qui a été donnée aux fédérations sportives, qui fait que vous avez été protégé d'une certaine manière par rapport au reste du secteur associatif, même si aujourd'hui ça vous rattrape, et qu'on annonce la suppression de plus de 55% des conseillers techniques sportifs du ministère de la Jeunesse et des Sports qui travaillent auprès des fédérations. Et donc là, oui, en effet, si nous perdons ce combat-là, ça veut dire que 1600 personnes qui aujourd'hui travaillent pour le secteur sportif ne vont plus le faire. Les grosses fédérations vont pouvoir l'assumer, le sport, le rugby, le tennis, ils ont du fric, ils assumeront. Mais toutes les petites fédérations sportives, le badminton, toutes les petites, elles ne pourront pas. Et là, pour le coup, il y a un désengagement de la puissance publique et le combat, il est à mener maintenant. C'est en ce moment que ça se joue. À l'heure où je vous parle, les organisations syndicales sont avec la directrice de cabinet de la ministre. À l'heure où je vous parle, devant la direction régionale jeunesse sport de la cohésion sociale d'Aquitaine, il y a des collègues qui sont en train de manifester. Et il y a une vraie demande de la part du mouvement sportif également de prendre position. Et en effet, il y a des combats à mener ensemble. Et j'avais juste envie de réagir encore sur la collectivité qui travaille déjà sur les sièges. Alors déjà, bravo, parce que vous êtes des milliards d'années d'avance par rapport à d'autres qui n'ont pas travaillé là-dessus. Donc il faut vraiment vous féliciter pour ça. Et sur la question de la concurrence, nous, ce qu'on observe, c'est que... Alors, il y a deux types de concurrence. Il y a la concurrence avec le secteur privé marchand, et vous avez fait votre choix, et nous, on peut que le saluer. Et après, il y a la concurrence à l'intérieur des associations qui relèvent de l'intérêt général. Et là, nous, on observe qu'il y a sur certains territoires, les associations, elles font le choix de ne pas se mettre en concurrence. Et elles font le choix de la coopération. Et sur d'autres territoires, c'est la puissance publique qui dit, mais attendez, moi, j'ai pas envie de choisir entre vous. Vous, sur ce projet associatif, il est extrêmement intéressant. Vous disposez de telles compétences, vous de telle infrastructure, mais travaillez ensemble. Et là, il faut aussi qu'on balaye devant notre porte parce que quelquefois, les associations ne sont pas disposées aussi à travailler sur ces processus de coopération. Donc voilà, à l'intérieur de la concurrence, il y a plusieurs choses différentes. Mais en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Alors, on a une nouvelle question qui interroge et qui pose la question si changer de modèle économique pour les associations, est-ce que ce n'est pas favoriser le désengagement de l'État et des collectivités ? Le changement du modèle économique pour les associations, n'est-ce pas accepter et favoriser le désengagement de l'État et des collectivités ? Sachant que, comme on a dit tout à l'heure, jusqu'à présent, la ressource principale des structures associatives était la subvention publique. Moi, je vais bien commencer avec une introduction un peu générale. Le changement des modes de financement, il est dû à quoi ? Il est dû à des choix politiques. Si on prend les 3 dernières mandatures présidentielles, je vous invite à aller lire les projets de loi de finances qui ont été travaillés le premier été, donc 2 mois après les élections. Chacun de ces 3 projets de loi de finances, alors que chacun des 3 candidats, qu'ils soient de gauche ou de droite, nous disait l'État est endetté, il faut qu'on reste dans les règles des critères de l'Union européenne, etc. La première mesure forte a été de faire une amputation
de l'impôt de l'ordre de 20 à 40 milliards, à chaque fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marges de manœuvre, elles sont là. Ça veut simplement dire qu'à un moment, il faut qu'on s'empoigne également la question économique, budgétaire. Les marges de manœuvre, elles sont là. Aujourd'hui, on sait que depuis 1971, il y a une dissociation de la production de richesse et de la production de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, on produisait de la richesse à travers des produits manufacturés. Et donc, du coup, ça produisait de la valeur. Aujourd'hui, avec la bourse, on produit de la valeur sans produire de la richesse. Et c'est ça qui nous amène à la crise. Sauf que c'est comme une petite abeille. Je vais acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. C'est l'histoire de la taxe Tobin. Si à chaque fois que la petite abeille, on la ponctionne quand elle va acheter une action et la revendre, on peut multiplier par 10 les ressources financières. Donc aujourd'hui, c'est simplement une question économique. Alors, ce n'est pas un mainstream, les économistes qui travaillent sur ces questions-là, mais il y a un mouvement qui commence à se construire. Donc, pour moi, la première question sur le changement du modèle associatif, ça relève d'une question politique et de quelles sont les ressources qu'on doit mettre à disposition de l'intérêt général et donc comment est-ce qu'on nourrit la puissance publique. Après, on est dans un constat qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu loin de tout ça. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a une majorité politique en capacité de se positionner et de remporter des élections. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est obligé de faire ces choix-là. Et donc, sur la question initiale, Marie, qui était est-ce que ce n'est pas acter le désengagement de l'État et des financeurs? C'est bien ça la question? Moi, j'observe que c'est juste une stratégie d'adaptation et de survie. Mais parce que la première question n'a pas été posée en réalité. Non, c'est quelles sont les ressources fiscales et comment est-ce qu'on construit un budget et est-ce qu'on doit continuer à faire du CICE, est-ce qu'on doit continuer à... Bon voilà, alors là on peut rentrer dans une question un peu plus politique, mais enfin il me semble que c'est la question fondamentale avant d'aller chercher des causes autre part. Sur cette question-là du désengagement, alors c'est ou du désengagement ou c'est masquer les formes de prise de responsabilité des collectivités territoriales. En dehors de l'exemple du SSIG de tout à l'heure, de nombreuses collectivités qui recourent à la mise en marché comment dire mettent en avant le cadre de décision technique et des fois technocratique qui préside à ces choix, plutôt que la relation entre les élus de ces collectivités et les porteurs de projets que sont les associations. À partir du moment où manque cette étape dans le rapport de partenariat entre la puissance publique et le milieu associatif, on se retrouve dans une forme de prise de décision par le côté technique qui aboutit parfois à un sentiment de désengagement de la part du milieu associatif. On n'est pas écouté, les décisions sont prises uniquement sur le coût horaire de la prestation, etc., etc. On connaît tous ce type de réaction. Un autre élément que je voulais apporter, qui doit rentrer à mon avis dans le dialogue entre les collectivités et les associations, c'est ce que sont réellement ces associations, à savoir la façon dont elles fonctionnent, leur capacité à regrouper des adhérents, leur capacité à faire fonctionner un projet associatif au-delà du strict service rendu et au-delà du cadre formel de la commande qui est passée. Et parfois, on peut avoir des surprises, puisque pour le même type de proposition peuvent se retrouver des associations qui, on l'a entendu dans le témoignage de tout à l'heure, ont une expérience, une reconnaissance sur le territoire et donc qui bénéficient d'une certaine, d'un a priori favorable par rapport à ce qu'elles ont déjà prouvé, et des associations qui arrivent dans des champs qui deviennent de plus en plus concurrentiels, parfois avec des méthodes qui s'apparentent plus à celles de l'entrepreneuriat privé, malheureusement. Oui, il vous aura peut-être pas échappé que notre environnement est maintenant fini. La crise écologique l'a montré. Les limites sont atteintes. Il n'y a pas de... On parle de Mars, mais c'est quand même pas pour demain. Et donc, on est dans un monde où la mondialisation est en activité. C'est-à-dire que les relations marchandes se passent au niveau mondial.
l'économie se passe au niveau mondial. La financiarisation en 2008 a bien montré que c'était au niveau mondial que ça se passait. Et les États là-dedans, y compris quand ils se sont unis dans un niveau plus important comme l'Union européenne, ont quelques difficultés à suivre. Et donc, essayer de savoir quelle est la cause et l'effet entre modification ou changement de modèle économique et puis désengagement de l'État. Oui, il y a eu des choix qui ont été faits et Patrice les a rappelés. Oui, il y a des choix qui ont été faits ces 20 dernières années et qui ont été faits pour essayer de préserver à la fois des équilibres économiques et puis une certaine idée de la souveraineté nationale, mais avec des choix financiers qui en sont lourds de conséquences. Hein. Si on parle des choix énergétiques, si on parle des choix sur l'assurance maladie, sur la dépendance, sur les retraites, et il y a tout un tas de questions qui se posent, qui fait que la position de l'État, c'est de recourir à une vision, ça je ne vous cache rien, libérale de la gestion publique, et puis de faire en sorte qu'un certain nombre de délibérations, en fait, de décisions, ne sont plus maîtrisées par l'État. Elles sont maîtrisées par l'économie mondiale. Et donc on est dans de ce faux semblant, quoi. Et quand il s'agit de dire oui, mais en fait, les acteurs comme les associations, les acteurs de la société civile, on leur demande est-ce que s'ils changent leur modèle socio-économique, ils ne favorisent pas le désengagement de l'État? Je dirais, c'est un peu quand j'ai essayé de vous présenter 4 scénarios, c'était le scénario 2. Il faut de la subvention, on maintient de la subvention. Oui, mais vous avez vu quand même, ça descend de 44%. Mais il faut de la subvention, on maintient de la subvention. Alors, ceux qui maintiennent la subvention, oui, ben là, c'est des associations qui sont proches, par exemple, de la réparation sociale ou du soin, et qui vont être jugés comme en opérateurs privés prioritaires par rapport aux politiques publiques. Donc, ceux-là vont maintenir des financements. On voit bien la difficulté au niveau des associations qui ont pour objet à la fois le bien-être social, le lien social, et puis la sociabilité de proximité, et puis et même au niveau national. Christian parlait du monde sportif. On voit bien la difficulté aujourd'hui à faire reconnaître ces arguments qui sont, pour autant il y a quelques années, étaient d'une évidence même. Donc ça tire, mais je ne pense pas qu'on puisse poser les questions en termes de parallélisme entre désengagement de l'État et nouvelles formes de modèles économiques. Je crois qu'il y a un certain nombre d'acteurs sont conscients de ces évolutions et essayent, avec des raisons diverses et variées, de conduire et de construire des projets qui puissent permettre de passer la rampe et donc qui puissent permettre d'être opérationnels avec des choix qui, quelquefois, peuvent être par les uns ou par les autres critiqués. Mais on en est là. Et le débat à avoir, c'est là comment vous faites pour tel type de choses, tel type d'autre chose. Sachant que, je rajoute un point qui fait le lien avec la mutation d'engagement, le cadre associatif n'est pas nécessairement demain l'alpha et l'oméga de la manière dont s'organisera la société civile. Donc il faut bien peut-être intégrer ça, qu'il y a des nouvelles formes d'organisation. Il y avait une remarque par rapport au mode de gestion. Aujourd'hui, Framasoft, ils prennent des délibérations par Internet. 48 heures, vous avez. Si vous êtes d'accord avec le texte, vous le dites. Si vous n'êtes pas d'accord avec le texte, si vous n'avez rien dit en 48 heures, le texte est adopté. Ça ferait réagir un certain nombre de dirigeants associatifs d'aujourd'hui, d'hier. Ça bouge, quoi. Ça bouge. Là, il faut quand même que, y compris, je suis pas mal placé, je suis pas très bien placé pour parler des évolutions des jeunes, mais il me semble que tous, quelque âge que nous ayons, nous devons essayer de faire un effort pour se rendre compte qu'il y a des questions qui sont devant nous
et que les réponses ne sont pas derrière nous, elles sont devant nous et à construire avec ces évolutions-là. Non, je ne vais pas te répondre. Je pense qu'il faut aussi un moment qu'on se décentre. En France, État jacobin, le modèle, c'est l'État est là pour garantir l'intérêt général et travaille avec ses partenaires. Alors, je vais parler d'un autre angle. En 2014, je suis allé me former à New York sur les questions d'empowerment. Là-bas, le paradigme, il n'est pas du tout le même sur la place et le rôle de l'État. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on aille vers ça, mais je veux juste en témoigner pour un moment, voir qu'est-ce qui peut se passer. Nous, on a été très surpris. Alors, on y était dans la délégation, il y avait la Fédération des centres sociaux, il y avait le collectif Passe en nous, il y avait tout un tas de réseaux associatifs. Et en fait, quand on allait discuter avec les ONG, les associations locales, il y en avait également de la Fédération des centres sociaux version américaine, ils nous disaient mais nous, on ne veut pas de l'argent de l'État. Ben non. S'ils nous donnent de l'argent, ils vont nous demander de faire des trucs qu'eux, ils ont envie de faire. Mais si nous, on n'est pas d'accord avec eux, on n'en veut pas. On ne veut pas être sous cette pression-là. Alors on dit, mais comment vous faites alors? Pour nous, c'était... vu les combats, et ça se retraduit là. Comment vous faites? Et donc, en fait, ce qui s'est passé, en 2008, à l'issue de la crise financière, l'État central a décidé de ponctionner les banques, puisqu'elles étaient à la source de la crise financière qui a amené la crise sociale, et de dire, cet argent qu'on va ponctionner, on va le donner à des fondations. Après, on n'a pas réussi à clarifier quelle est la gouvernance au sein de ces fondations. Donc ça, c'est un vrai enjeu derrière. Mais on pourrait imaginer des fondations où il y aurait une gouvernance qui serait plus ou moins garante de l'intérêt général. Et du coup, en fait, les ONG, le gros de leur financement vient de ces fondations-là. Donc ils sont dans, voilà, c'est la culture américaine, très pragmatique. Le problème vient d'eux, on leur prend de l'argent, on le redistribue. Et donc du coup, comme la crise économique crée de la crise sociale, eh ben, ceux qui sont en charge du traitement de la crise sociale, ils prennent de l'argent de ceux qui ont causé le problème. Donc c'est un autre mode de fonctionnement. Ce qu'on observe, pour le coup, pour revenir en France, c'est que on est un peu dans le modèle Yunus, le social business. Et c'est ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui en France par le président Macron, avec la Social French Tech, et avec un changement de paradigme qui aujourd'hui n'est pas piloté par le ministère de la Jeunesse et des Sports en charge de la vie associative, mais qui est piloté par Bercy. Donc, on est déjà un peu là-dedans, et l'État français a fait ce choix-là, même s'il n'est pas complètement clarifié, complètement exprimé de cette manière-là. Mais le choix a déjà été fait en réalité. Alors, à moins qu'il y ait une volonté de prise de parole... Ah, il y en a une au fond. D'accord. Alors, on va essayer... Je vais passer la parole. Et puis après, on va essayer de clore... on va clore ce débat de la matinée pour pouvoir aller manger. Mais allez-y. Bonjour, je suis Alain Neuze et je suis bénévole au Secours populaire français, Fédération de la Gironde. J'ai peut-être pas tout saisi dans l'explication... voilà. Et alors j'essaye à chaque fois de me dire, mais ce dont vous parlez, comment ça peut se transposer au secteur de la solidarité, de la précarité, alors que finalement, on est une association qui aide justement les victimes des baisses de financement, etc., etc. Et je pensais au FEAD, le Fonds européen d'aide alimentaire, qui va nous être... progressivement diminué de 20%, alors que ça représente pour nous, Secours populaire, une aide pour les personnes défavorisées importante. Je voulais avoir votre vision, votre interprétation et peut-être quel modèle économique vous nous conseillez pour qu'on puisse continuer à fonctionner. Alors, tu as 2 minutes. Non, je ne sais pas si on pourra répondre à toute la question. Alors, j'ai pas de super pouvoir, je suis désolé. Faudrait voir déjà, moi je connais pas votre projet associatif et votre modèle économique. Quels sont vos financeurs principaux? Est-ce qu'il y a dans ce contexte-là des financements obligatoires ou pas? Et comment eux sont positionnés au regard des SIEG? Et à la limite, j'aurais presque envie de vous orienter vers la personne qui a témoigné tout à l'heure, pour voir comment
eux, en tant que financeurs, ils se positionneraient au regard de votre projet associatif. Ça pourrait déjà nourrir un peu sur le lien avec une collectivité, une communauté de communes, mais je ne suis pas sûr que ce soit eux qui vous financent en priorité. C'est qui votre financeur prioritaire? Les 2-3? Et subventions de qui? Mais l'État, le conseil régional, le conseil général? Oui, oui. Ouais, enfin là. D'accord. Il y a une vraie analyse juridique à faire sur le contexte des financements sur lesquels vous êtes et les interlocuteurs avec lesquels vous êtes. Et si on peut rentrer dans cette cartographie-là, peut-être qu'eux ne sont pas au courant, auquel cas, après, c'est aussi du rapport de force. Mais là, je suis désolé, c'est un peu compliqué comme ça de vous répondre.